Dimanche 16 mars 2014, merci d'être avec nous pour le point de l'actualité dont en voici le sommaire. La 35e édition du championnat national de lutte traditionnelle est finie. Le sabre national a choisi son camp avec le triomphe de Yacouba Damou de Niamey sur Ibrahim Namata de Dosso. Les moments forts dans ce journal. La péninsule de Crimée en Ukraine a voté en ce dimanche 16 mars pour son rattachement ou non à la Russie. Un vote sans suspense aux yeux des observateurs. Après le sommaire, les détails, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Et en plateau avec nous ce soir, Nuhu Mahamadou Arzika, président du MPCR, mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. C'est Niamey, le sabre national a choisi son candidat au terme d'un combat acharné entre Yacouba Damou de Niamey et Ibrahim Namata de Dosso. Niamey remporte la première et la troisième place et Dosso la seconde. Les moments forts. Sabon sarki da sunan shugaban kasa shugaban jamhuriya Isufu Muhammadu wanda ya matakin takobin Alhaji Ma'azu. En remettant le sabre national 2014 au nouveau roi des arènes, le Premier ministre Birji Rafini s'est réjoui de l'aspect qui a prévalu au cours de la 35e édition du championnat national de lutte traditionnelle d'IFA 2014. Nous l'écoutons. Je m'en vais au nom du président de la République, son Excellence Alhaji Mohamedou Issoufou, remettre le sabre national à Monsieur Yacouba Damou, le champion national, à l'occasion de la 35e édition de la lutte traditionnelle. Je voudrais souligner à cet instant que nous avons assisté à une édition qui a consacré la renaissance de ce sport favori des Nigériens, de l'ensemble des Nigériens. Je voudrais remercier tout particulièrement la Fédération nigérienne de lutte, le comité d'organisation et surtout la région de Difa, la région haute qui a gratifié l'ensemble du peuple nigérien d'une édition exemplaire. Je voudrais au nom du président de la République les en féliciter vivement. Je vais donc sans tarder avoir le plaisir de remettre au champion qu'il a véritablement mérité le sabre national que je pourrais qualifier de sabre de la Renaissance. La 36e édition aura lieu, Inch'Allah, l'année prochaine à Agadez, a-t-on également appris. Hier, samedi 15 mars, l'on a célébré la journée des consommateurs et à l'occasion, le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, MPCR, a organisé une conférence débat autour des technologies de l'information et de la communication. Issa Hamidou Meyaki pour le compte rendu. Et d'abord, le logement. Une déclaration et une conférence pour cette seule journée du 15 mars 2014. Certainement qu'au niveau du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR de Nuhu Mahamadou Arzika, le thermomètre social semble indiquer la bonne température pour cette cérémonie commémorative des plus significatives et des plus opportunes d'ailleurs. Mais entendons-nous bien.
Au niveau du MPCR, la différence essentielle entre une déclaration et une conférence réside du tout au tout et du tout en tout. Tenez, le décor change. L'assistance n'est pas la même. Et de la thématique choisie, n'en parlez même pas. Dans la déclaration commémorative du matin, il a été une fois de plus question de la cherté de la vie. Et bref, si la matinée a été pour nous Mahamadou Arzika, la soirée, elle, est celle de Al-Mustafa Boubacar Sisco, le directeur général de l'ARTP, l'agence de régulation des télécommunications de la Poste, pour un thème des plus appropriés. Fixons nos droits en matière de téléphone. Donc, pour y arriver à cela, nous avons eu, dans un premier temps, de 1999 à 2010, une politique sectorielle des télécoms. Parce que vous savez, pour faire avancer les télécommunications, il est très important de le regarder dans un ensemble global, son avancement. Donc, c'est ce qui sous-tend que chaque pays doit avoir une politique sectorielle des télécommunications. Nous avons eu une politique sectorielle des télécommunications de 1999 à 2010 et qui a servi avec point premier de faire des investissements dans le domaine des télécommunications pour pouvoir remplir les exigences du service universel. Deuxièmement, d'ouvrir le secteur des télécommunications nigériens à des investisseurs étrangers. Et c'est là que je vais vous dire que l'approche de ce que les investisseurs étrangers nous ont apporté en matière de développement des télécommunications au Niger. Jusqu'en 1999, la télédensité au Niger était de 0,19%. La télédensité, c'est le nombre d'abonnés ayant un moyen de communication téléphonique multiplié par 100 sur la population entière du Niger. Donc nous n'avons même pas 1% de Nigériens qui disposaient du téléphone. Avec l'ouverture aux investisseurs étrangers, nous sommes de 2009 et de 1999 à 2010 passés de 0,19 à 25%. Et quand vous faites maintenant le taux de croissance de ça, c'est 16 000 et quelques pourcents. Il n'y a que le téléphone pour le faire en mode économique. Donc, c'est le lieu, si je peux le dire, de féliciter ces gens qui, c'est vrai, ne sont pas venus dans l'unique but de développer le Niger en moyen de communication, mais de joindre l'utile à l'agréable. Développer le réseau de télécommunications tout en tirant leur bille du jeu. Et je pense que ça se fait dans les règles normales. Puisque nous, Mahamadou Arzika a eu le mérite de pouvoir et surtout de savoir rassembler en un seul cadre pratiquement toutes les grandes organisations des consommateurs des temps glorieux et notamment des plus jeunes, il en a profité également pour appeler les uns et les autres à apporter leurs congratulations et présenter leurs félicitations à la coordonnatrice du GREN qui vient d'obtenir un prix à la 5e édition du TIFA, et c'était lors de la célébration de la journée internationale du 8 mars dédiée justement à la femme. Nous en venons à présent à notre invité du journal, Nuhu Mahamadou Arzika, président du MPCR. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. On vient de l'entendre, hein, la télédensité, pour commencer, qui passe de 0,01% à 25%. La croissance est fulgurante. Oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement, dans le cadre de la conférence que nous avons organisée hier, le directeur général de l'ARTP faisant un peu le point de l'avancée technologique et de l'importance justement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment en ce qui concerne le téléphone. Il a fait le point parce que, évidemment, on a connu une avancée fulgurante. C'est vrai que tout au long des années antérieures où on n'avait que le fixe, et bon, il y avait très peu de gens qui ont accès au téléphone.
Maintenant, aujourd'hui, avec la technologie GSM, le cellulaire, donc là, on voit que l'accessibilité s'est développée de manière fulgurante. Et aujourd'hui, on peut dire que dans la majeure partie des grandes villes et gros villages de notre pays, il est possible d'accéder au réseau téléphonique à travers le système GSM. On estime qu'aujourd'hui, on est à peu près environ dans les 5 millions de Nigériens qui ont le téléphone. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose d'assez important. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'au niveau de la journée mondiale des consommateurs, au niveau des consommateurs, nous avons convenu de considérer que le thème de l'année, cette année, c'est fixons nos droits en matière de téléphonie. Pour qu'on puisse être dans la position de comprendre quels sont les droits qui sont attachés à l'usage de ce téléphone et de cet outil assez important, et dont nous avons aussi souhaité que les techniciens qu'ils sont, parce que en dehors du fait que M. Al-Mustafa Aboubakar soit le DG de la RTP, c'est quand même un technicien du domaine et qui connaît très bien la téléphonie. C'est pour cela qu'on a souhaité qu'il intervienne pour faire la communication qu'il a faite, pour nous dire l'importance du téléphone, les enjeux du téléphone, la place du téléphone, ce qu'on peut faire avec le téléphone, et bien sûr aussi le revers du téléphone, et que en tant que maintenant ARTP et en tant qu'autorité de régulation qui a aussi vocation à protéger les consommateurs, de ce point de vue aussi qu'ils nous fassent connaître leur institution, elle a quelle mission, elle a quelle tâche et de quelle manière elle s'engage à défendre les consommateurs. Pardonnez-moi de vous interrompre, vous parlez de la protection, de la loi sur la protection des consommateurs, alors qu'elle n'est pas mise en application. Non, je ne parle pas de la loi sur la protection des consommateurs, mais je parle du rôle de l'ARTP. L'ARTP, en tant qu'autorité de régulation des télécommunications et de la poste, elle a vocation à protéger et les intérêts de tous les acteurs. Donc, il fait la régulation entre les trois groupes d'acteurs, l'État, les partenaires, les prestataires de services, les promoteurs, et aussi les citoyens qui sont les usagers du téléphone. Et justement, les citoyens, parce que c'est eux qui sont les plus nombreux, et c'est sur eux que justement comptent tous les autres, que ce soit l'État ou les opérateurs. Il est important que les gens sachent que tous ils sont au service du citoyen consommateur, et nous avons voulu comprendre avec eux c'est quoi les droits auxquels peuvent prétendre les citoyens consommateurs et quelles dispositions ils peuvent prendre pour être dans la position de pouvoir jouir au maximum et faire un bon usage de cet outil assez important qu'est le téléphone. Citez-nous quelques-uns de ces droits là en matière de... Oui, le droit, c'est d'abord le droit à la sécurité. Il faut absolument, parce que les droits des consommateurs, ils sont au nombre de 8. Il y a le droit à la sécurité, le droit à l'information. Le consommateur doit être informé de tout ce qui est attaché au produit ou bien un service qu'il va utiliser, et le droit d'être entendu, c'est-à-dire quand il y a des rencontres, il y a des possibilités qu'il puisse se faire représenter, être entendu, le droit à la réparation des torts, au cas où il y a des torts qui sont venus à être commis au consommateur, que le consommateur a le droit de faire valoir la justice pour qu'on lui rende la justice et qu'on le dédommage même, comment on appelle ça, en cas de besoin. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau du mouvement, dans la déclaration qu'on a faite le matin, nous avons annoncé que nous avons constitué un groupe d'avocats qui vont se charger désormais au nom de notre mouvement et pour le compte des consommateurs nigériens de faire la défense et des intérêts des consommateurs en cas d'abus. Et vous savez que déjà nous avons un prestataire avec lequel on a déjà un contentieux qu'on a déjà traîné depuis notre association de base qui est l'organisation des consommateurs nigériens avant que l'affaire ne soit prise aujourd'hui en charge par l'ensemble du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable. Oui, mais pardonnez-moi, mais par rapport aux taximans, on se souvient, on s'en souvient. Ils ont fait beaucoup de 3 ou 4 jours de grève par rapport au prix de l'essence à la pompe. Oui. À ces gens-là, vous dites quoi particulièrement? Non, bon, ça aussi c'est un autre sujet, parce que là, sur le sujet, on est en train de parler sur le sujet du téléphone, mais de façon générale sur les droits des consommateurs. Et c'est un droit, le consommateur a le droit à accéder aux produits de manière en tenant compte de son pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, vous savez, bon, si vous parlez des questions de téléphone et des questions de carburant, là c'est de façon générale et que la chaîne
légèreté de la vie dans tous les secteurs, dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, le carburant, nous continuons à insister, parce que dans notre déclaration, on a invité justement le gouvernement à regarder encore de plus près cette question de carburant pour regarder dans quelle mesure on doit pouvoir aller à la baisse. Parce que nous sommes convaincus qu'en baissant le prix, le gouvernement ne perd pas grand-chose. Il ne perd même rien, parce que l'accessibilité au carburant permet de développer des activités sur lesquelles le gouvernement peut gagner par ailleurs. Mais je pense que ça, c'est sur le temps, on va voir ça. Autre chose, Monsieur le Président. Oui. À Niamey, le prix de la viande à la consommation est le plus cher de la sous-région. Vous dites quoi? C'est triste, parce que effectivement, ce qui se passe à Niamey, et par rapport à l'accessibilité à la viande, qu'elle soit viande crue ou viande grillée, c'est scandaleux, c'est inadmissible, c'est intolérable. Mais vous savez, nous avons engagé depuis quelque temps un processus qui doit aider à venir à se réaliser de manière ferme et définitive, et il va changer la donne. Et vous savez que quand nous avons compris que les opérateurs du secteur ne veulent pas entendre raison, on a tourné le dos vers le gouvernement pour lui dire, écoutez, l'affaire de l'abattoir à de Niamey, il faut créer les conditions pour doter Niamey d'un autre abattoir, et même dans les autres régions telles que Zander, parce que vous savez, du temps du régime de Tanja déjà, on avait engagé le processus de la construction d'un nouvel abattoir à Niamey sur la route de Saga, et puis un autre à Zander, mais malheureusement qui a fini par rester en stand-by, parce que le matériel est là, mais le choix des priorités avec l'équipe de militaires qui est arrivée a fait que finalement on a mis ça de côté, et puis l'abattoir n'est pas réalisé. Je pense que les autorités actuelles qui comprennent bien l'enjeu de ce que représente cette préoccupation-là vont pouvoir continuer, parce que nous avons vu l'initiative développée par le ministre en charge des ressources animales, et qui a bien compris que effectivement ce n'est pas normal, un pays qui a plus de 37 millions de têtes de bétail, qu'on dise que nous avons aujourd'hui l'accessibilité difficile comment on appelle ça, à la viande, qu'elle soit crue ou grillée, comparée aux pays de la sous-région. Et si vous suivez la télévision Africable, il y a toujours une comparaison qu'on fait entre les différents pays, particulièrement sur les prix, et on se rend compte que Niamey a un prix de viande très cher par rapport aux villes de la sous-région. Et c'est triste, vous dites bien. Bien sûr que c'est triste. Poursuivons ce journal. Cultiver le mérite et récompenser l'effort, c'est la voie choisie par l'ONG Vie Kandenebera et Oxfam Niger pour venir en aide à l'école Marek. En effet, hier dans l'après-midi, tous les élèves de l'établissement qui se sont fait distinguer par le travail sont repartis chez eux chargés de cadeaux, nous rapporte Mamoudou Saleh et Sadoudoumi. Ils sont au total 11 élèves, 10 filles et un garçon de l'école Passerelle Marek qui se sont fait distinguer par leur travail à être récompensés par l'ONG Vie Kandenebera et Oxfam Niger. Ainsi, chacun de ces élèves a reçu une enveloppe de 51 200 francs CFA destinée à l'achat des tenues scolaires et frais de récréation, soit 150 francs par jour pendant 9 mois. Ces élèves ont également bénéficié chacun d'une table-banc. L'ONG Vie Kandenebera a également récompensé les encadreurs. Les efforts des élèves qui ont passé dans les établissements Marek Schulmaker, qui étaient là-bas pour leur cursus scolaire primaire, qu'ils ont bouclé grâce à l'initiative stratégie de scolarisation accélérée Passerelle en 2 ans. Ils ont fait le CI au CM2 en 2 ans. Ils se sont présentés au CFEPD 3 années consécutives. Au cours de ces 3 années, 43 enfants sont admis et ce sont les enfants donc des parents déguerpis de la ceinture verte qui, dans une certaine mesure, étaient confrontés à des difficultés économiques qui empêchaient à ces enfants-là d'aller à l'école. On pensait que c'était un sursaut individuel très fort qui les avait permis de regagner le collège et on s'attendait à des difficultés de leur part au niveau du collège pour s'insérer. Et tout récemment, le proviseur nous a contactés, on a reçu leur bulletin, on était agréablement surpris
des efforts qu'ils et elles fournissaient. Il se trouvait que le Fonds Marek, qui les a déjà appuyés initialement pour leur offrir un cadre d'apprentissage, notamment les établissements Marek, a continué à plaider auprès de citoyens belges, le pays d'origine de Marek, pour chercher des fonds afin d'appuyer ces enfants-là. Prioritairement, les filles sont plus exposées dans cette ville-là que les garçons, et nous avons choisi 10 filles, et malgré que ces 10 filles étaient accompagnées, un garçon s'était distingué et n'a pas lâché et a continué à fréquenter le groupe avec les filles, et nous l'avons inséré parmi les bénéficiaires. Les récipiendaires ont manifesté leur satisfaction tout en remerciant l'ONG Vikandine Beira pour ce geste d'une importance inestimable. Vraiment, je suis très heureuse d'avoir tout ce qu'on nous a fait aujourd'hui. Nous sommes très contentes. Nos maîtres et nos coordinateurs de l'ONG Vikandine Beira, je les remercie bien parce que si ce n'est pas eux et Dieu qui nous accompagne, on ne peut pas venir ici. Je les informe pour qu'ils viennent pour rentrer à l'école Marek parce que ça nous sert à comprendre tout ce que nous ne comprenons rien. Les filles marchent, ils ne comprennent absolument rien. Même si on les demande leur nom, ils ne peuvent pas écrire leur nom. Je leur dis de venir inscrire à l'école Marek parce qu'ils nous étudient bien. Très ému, le représentant du ministre des Enseignements secondaires a tenu à féliciter et encourager l'ONG Vikandine Beira pour cette œuvre salutaire et incite les autres ONG à copier cet exemple afin d'appuyer les efforts des autorités de la 7e République dans le domaine de l'éducation. Ici, il faut dire que mon appréciation personnelle, c'est d'abord un sentiment de joie. De joie que de voir que l'ONG Kandine Beira et ses partenaires ont pu en peu de temps faire un bond quantitatif et qualitatif à des enfants qui n'ont jamais été à l'école. Ces enfants qui, à un âge très avancé, ont été récupérés, suivis intensément et qui aujourd'hui on nous a présenté leurs résultats des moyennes avec des écoles qui ont des enfants qui ont fait plus de 8 ans à l'école. Eux, ils ont à peine 4 ans, donc même pas la moitié des autres, et qui ont de très bonnes moyennes. Je pense qu'à partir de là, on ne peut avoir qu'un sentiment de joie et de satisfaction au vu de l'effort fourni par l'ONG Kandine Beira et surtout des enseignants qui, en dehors des classes, ont suivi ces élèves-là pour leur donner des cours intensifs afin de rehausser leur niveau. L'ONG Vikandine Beira et ses partenaires jouent pleinement leur rôle en œuvrant inlassablement pour la promotion de l'éducation au Niger. Opération de salubrité ce matin dans le 2e arrondissement communal de Niamey et l'initiative est du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement REGEA. 5 quartiers de cet arrondissement communal ont été concernés et déjà l'on se promène et l'on respire bien là-bas. Nous rapportent Memouna Daouda et Ibrahim Abdou. Le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement REGEA ne cesse d'apporter son soutien en faveur du bien-être des populations nigériennes en général et celles de Niamey en particulier. Ce matin, en effet, ce réseau a joint l'acte à la parole en organisant cette journée de salubrité qui a concerné le 2e arrondissement communal de la ville de Niamey. Il y a 2 semaines de cela, nous avons réuni le chef de quartier de la commune 2 pour lui dire effectivement de passer ce message. Le plus important pour nous, c'est que le message a été relayé et vous avez vu partout où nous passons, les populations ont en tout cas répondu massivement à cet appel que nous avons lancé. C'est de dire que l'assainissement n'est pas une affaire de l'État. L'assainissement n'est pas une affaire de commune, c'est une affaire de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, les maladies les plus dangereuses et souvent mortelles sont liées au manque d'hygiène
et d'assainissement. Donc on va mettre des centaines de milliards, ça ne va pas marcher, mais il faut un changement de comportement. On ne doit pas attendre à ce que d'autres viennent nous financer le développement de notre pays. Je pense que l'assainissement, chacun doit faire, en tout cas, doit faire un acte citoyen. Le fait de balayer chez soi, je crois qu'on peut gagner en termes d'assainissement. Et je pense que le message a été relayé dans le cadre de cette campagne que nous sommes en train de mener pour un environnement sain et durable. Et je crois que c'est une très bonne chose. Et Inch'Allah, nous gagnons économiquement et nous gagnons effectivement en termes, je l'ai dit, d'économie, parce que l'argent qu'on devrait aller déverser chez les médecins, je l'ai dit tout le temps, on pourra économiser pour gagner et autre chose. Cette initiative du REGEA est hautement saluée par le directeur général du développement et de la prospective de la ville de Niamey. C'est une initiative en tout cas qui a commencé à faire du chemin, puisque bien que c'est la première fois, en tout cas on a constaté dans beaucoup de quartiers, les femmes, les enfants, les hommes sont sortis pour balayer les devantures de leur maison. Je dois donc profiter de cette occasion au nom du maire, président du conseil de ville, et remercier le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement qui a eu cette initiative de réunir les chefs de quartier et leur demander de faire passer le message dans tous les quartiers afin que cette intervention des populations au niveau de leur cadre de vie soit un réflexe pour tous. Ainsi, 5 quartiers de cet arrondissement, à savoir Ferraille, Bokoti Askia, Bokoti 1, Dazamkwara et Kwartayi, ont été visités par les membres du REGEA, toujours déterminés à continuer ces actions en faveur d'un environnement sain et hygiénique au Niger. Revenons à notre invité du jour, M. Arzika. Nous avons approché lors de nos reportages beaucoup de nos concitoyens qui nous ont dit « Mais pourquoi ne revient-on pas à l'ancien système, à l'ancienne formule des magasins témoins COPRO, les magasins COPRO comme on les appelait à l'époque ?» Je vous remercie. Effectivement, c'est vrai, face à la détresse de beaucoup de nos compatriotes dans l'accès aux produits de première nécessité, et au regard des pertes de pouvoir d'achat qu'ils enregistrent chaque jour en raison de l'inflation rampante et galopante, beaucoup s'interrogent où est l'État, comment l'État va les laisser comme ça, parce qu'ils ne sont même pas informés que l'État a depuis longtemps décidé de les laisser, de les abandonner au sort, à leur sort, et en les laissant entre les mains du marché. Et que donc c'est ça qui constitue le plus gros problème que nous avons, c'est que l'information ne passe pas. Les gens ne sont pas au courant que par exemple il n'y a plus de contrôle de prix, que l'État a décidé de plus faire le contrôle des prix, on ne fixe plus les prix, on ne contrôle plus les prix. Mais néanmoins, cela ne veut pas dire que l'État ne doit pas être regardé. Mais même ça, les gens d'État ne font pas. Normalement, l'État doit quand même contrôler la qualité des produits qui sont mis à la disposition des consommateurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les services techniques appelés à le faire ne sont pas là. Vous avez l'AVCN qui est créé depuis 2006 et qui aujourd'hui encore peine à avoir l'outil juridique de travail, c'est-à-dire le décret sur la base duquel elle doit faire le travail, et jusqu'à présent ça traîne, et c'est cela qui constitue la différence. Donc c'est actuellement avec l'option de politique économique du pays, et bien que nous soyons dans une république dite démocratique et sociale, l'État laisse le libertinage économique se faire, et parce qu'au nom du prétendu libéralisme que moi j'ai toujours qualifié de sauvage, et normalement on doit pouvoir être dans la position dans un pays en début comme le nôtre, on doit pouvoir accompagner les populations le temps que la maturité... Monsieur le Président, il y a une question dont je m'en voudrais certainement ne pas vous poser, c'est par rapport au loyer. C'est un désordre. Ouais. Ça encore, mon frère, vous avez touché un deuxième point très important que nous avons évoqué dans notre déclaration d'hier, faisant le point de la situation globale d'ensemble de la cherté de la vie de notre pays. Nous avons vu, entre autres points, parce que dans les points que j'étais en train de développer par rapport aux droits des consommateurs, entre autres droits, il y a le droit, et justement le droit au logement, le droit d'accès à l'eau potable, le droit d'accès aux soins de santé. Et tout ceci aujourd'hui constitue un véritable casse-tête pour les compatriotes, pour les Nigériens, lorsqu'ils sont venus à se retrouver confrontés à la situation, particulièrement sur les questions du loyer. Et normalement, on a un code de baux à loyer qui est censé permettre de baliser et réglementer le rapport entre les bailleurs et les locataires. Mais les dispositions complémentaires, notamment les décrets et les arrêtés d'application, qui devaient être pris
Aujourd'hui encore, ils ne sont pas prêts. Alors que la loi date du 18 avril 1996. Donc vous voyez bien, ça fait près de 18 ans que cette loi-là existe. Absolument. Mais bon, l'État ne fait rien. Parce que tout simplement, les gens ne comprennent pas. Quand on dit que la République est sociale, ça veut dire qu'il y a la conduite de la vie publique doit avoir une connotation sociale à tous les niveaux et dans tous les domaines. Or, accéder à un logement, c'est la chose la plus fondamentale pour un être humain. Parce que tout celui qui parle chez nous, là, il dit chez moi, là où je vais, là où au moins je passe la nuit. Mais si vous n'avez pas ça, vous êtes un homme qui sans repère. Et vous avez donc que parmi les droits, c'est un des droits fondamentaux du citoyen. Et aujourd'hui, malheureusement, comme les gens ont des accointances avec les décideurs, ou parfois c'est eux qui sont les propriétaires des maisons qu'ils mettent en location, et ils bombardent. Aujourd'hui, le prix de loyer, il est exponentiel à Niamey. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi la situation est comme ça. Et donc, mais je pense que les prochaines semaines, les prochains mois, en tout cas, nous avons décidé de manière résolue à prendre cela à bras le corps. Et Inch'Allah, nous ferons en sorte que des audiences publiques comme se fassent pour connaître la vie des citoyens et qu'est-ce que les citoyens veulent qu'on fasse par rapport à ça. Pour finir, Monsieur le Président, pardonnez-moi, pour finir, le consommateur, c'est lui, le citoyen. Mais bien sûr. Parlez-nous alors de la situation politique, sociale de notre pays de manière succincte. Non, bon, écoutez, ça justement, c'est un problème. C'est pour ça que nous avons dit aux uns et aux autres dans notre déclaration hier, nous avons dit qu'il faut que chaque citoyen comprenne que la lutte contre la vie chère ne peut pas être dissociée de la lutte citoyenne qui doit être menée pour avoir dans ce pays une bonne gouvernance démocratique de nos affaires. Et qui fasse en sorte que les autorités ou les gouvernants aient l'obligation de tenir compte des préoccupations des gouvernés et que les choses se fassent au mieux des intérêts du peuple, au mieux des intérêts des citoyens. Aujourd'hui, vous voyez bien que la République est assise sur des principes comme la justice sociale et la solidarité nationale, mais vous vous demandez où est la justice sociale lorsque de manière inique les ressources nationales sont inéquitablement réparties et les gouvernants et leurs collaborateurs, et je parle de l'administration et les gouvernants, mais c'est eux qui prennent tout. Quand vous prenez le budget de l'État, quand vous regardez ce qu'on met dans le fonctionnement quotidien de l'État, le coût des institutions, mais c'est terrible. C'est-à-dire que les autres Nigériens n'ont rien. Je l'ai dit, par exemple, quand vous prenez et les fonctionnaires et les travailleurs, même dans le privé, qui sont officiellement recrutés, immatriculés à la caisse, quand vous multipliez ces gens-là en donnant à chacun le droit à 10 personnes à charge, ils ne sont pas 2 millions de Nigériens. Or, nous sommes 17 millions. Et il se trouve que ce sont les 2 millions-là, c'est eux qui ont tout. Ils sont là dans l'État, c'est eux qui sont dans les projets, c'est eux qui sont dans les sociétés d'État, c'est eux qui sont... Et ils s'organisent pour que tous les bienfaits de l'État se limitent à eux seuls. Parce que les autres citoyens ne peuvent sentir la présence de l'État que dans la mesure où le système de santé marche, le système éducatif marche, les routes sont en bon état et la sécurité est assurée à tous. Et c'est en ce moment-là que les autres citoyens qui n'ont de devoir que de payer et les impôts et taxes, et c'est en ce moment seulement qu'ils peuvent tirer leur compte. Or, malheureusement, aujourd'hui, vous voyez bien que la manière dont la gouvernance se fait, c'est terrible. Et les acteurs chargés de s'occuper de ça, ce n'est pas leur problème. Tous les hommes politiques, vous voyez bien, quand vous regardez tous ces problèmes qu'on vient de soulever, quel parti politique vous avez entendu qui s'occupe de ça? Quel homme politique vous avez entendu qui est en train de s'occuper de ça? Mais vous avez vu, à cause des problèmes de positionnement, des postes, de ceci, de cela, les gens sont capables même de chercher à ce qu'on mette le feu au pays. Parce que tout simplement, ils pensent qu'ils vont ou perdre leur place, ou ils pensent qu'ils ne vont pas avoir ce qu'ils cherchent. Mahamadou Arzika, président du MPCR, merci d'être venu, merci pour cet éclairage et pour cette brillante analyse. La page internationale. Fin de ce journal. Merci à vous tous qui nous suivez. Bonsoir et bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.